Bonjour les amis et fans de l'Olympique Lyonnais, bienvenue dans cette vidéo de présentation du match Olympique Lyonnais-Strasbourg qui aura lieu demain à 20h45, début du live à 20h35, je ferai le commentaire du match, donc je vous invite évidemment à venir nombreux, d'autant qu'il y aura beaucoup de sujets de conversation sur le match bien entendu, mais aussi autour, puisque vous savez, le mercato va se finir ce même jour, vendredi à 23h. Il y aura eu le tirage de la Coupe d'Europe, de la Ligue Europa dans la journée, donc on pourra évoquer tous ces sujets. Donc n'hésitez pas à venir nombreux. Alors ce match s'inscrit dans un contexte extrêmement tendu, même si Pierre Sage a plutôt montré un visage plutôt serein hier. Normalement, OL Strasbourg, ça devrait être un non-événement, mais là il se trouve que c'est un événement. Pour beaucoup de raisons, vous le savez, on a perdu les 2 premiers matchs de la saison, 3-0 à Rennes, 2-0 à domicile face à Monaco. Face à Monaco, le vide intersidéral sur le terrain, devant notre public. Donc évidemment, ça la fout mal. Et quand une équipe joue mal, quand même, le premier vers qui l'on se tourne, c'est l'entraîneur, c'est normal, il est bien payé. C'est pour faire jouer l'équipe et puis prendre les coups, malheureusement pour lui, quand les résultats ne sont pas là. Alors, il y a un certain nombre de choses qu'on peut mettre, je dirais, au débit de Pierre Sage cet été. Une gestion de l'effectif un petit peu étonnante, des joueurs qui, une fois sont titulaires, le match d'après ne jouent pas. Peu de tests, finalement, sur certains postes pendant la préparation. À l'inverse, des joueurs qui jouent beaucoup en préparation et puis qui voient leur temps de jeu baisser au moment où la saison débute. Donc, on ne comprend pas tout très bien. Le 11 aligné face à Monaco avec un milieu de terrain extrêmement faiblard et qui a pris l'eau de toutes parts. Bref, pour le moment, on ne voit pas grand-chose. Et surtout, ce que nous annonce Pierre Sage, on ne le voit pas. C'est-à-dire des belles ressorties de balles, le jeu dans la profondeur et le pressing. Tout cela, c'était les 3 grands pilier de l'évolution du jeu de notre équipe et pour le moment on ne voit rien. Alors jusqu'à présent Pierre Sage se défend en disant le contexte mercato, l'épée de Damoclès sur la tête de beaucoup de monde, entre ceux qui doivent partir, ceux qui voudraient partir mais ne peuvent pas, ceux qui veulent pas partir mais qu'on pousse dehors, ceux qui sont dans le loft et notamment leurs copains eux qui sont restés dans l'équipe. Bref, tout un contexte effectivement. Et ça, je veux bien le comprendre. Quand la tête n'y est pas, les jambes ne suivent pas, c'est du grand classique. Alors je dirais que tous ces problèmes-là sont presque amplifiés avec le match qui vient, puisque donc, fin du mercato, probablement absence de joueurs en instance de départ, je pense notamment à Maxence Cacré, peut-être d'autres, puisqu'on parle d'éventuellement le départ de Mama Baldé, peut-être de Diawara, même si apparemment ces derniers temps, on en parle un peu moins. Bref, beaucoup de choses, plus des absences qui sont quasiment actées. Celle de Mangala, bien entendu. Celle de Nuama, qui de toute façon était blessée. Bref, quand même beaucoup d'absents. Et puis donc des joueurs qui sont en instant de départ. Forcément, ça impacte l'équipe potentielle, puisque non seulement l'équipe avec, on va dire, le groupe en intégralité n'a pas été brillant, mais là en plus, il est nettement amputé. Donc, dans la vidéo, on va regarder les enjeux, on va s'intéresser aussi à Strasbourg, qui est une équipe qu'il ne faut surtout pas sous-estimer. Et puis, je vais vous proposer une composition d'équipe. Alors, elle est très très difficile à faire, puisque en conférence de presse, figurez-vous que aucun journaliste n'a eu l'idée de demander à Pierre Sage avec quel système il allait jouer, est-ce qu'il allait aligner Lacazette et Mikotadze, bref. Vous avez une conférence de presse avant un match aussi crucial et vous n'avez absolument aucune info sur la tendance. Voilà, c'est les journalistes d'aujourd'hui qui posent des questions qui parfois n'ont aucun intérêt et dans un temps limité qu'est celui de la conférence de presse, eh bien finalement vous n'avez pas appris quand même des choses très importantes par rapport au match qui s'annonce. Alors Strasbourg, pour préparer cette vidéo, je les ai regardés face à Rennes. Et franchement, j'ai été bluffé. Ça, je dois vous le dire. Je ne m'attendais pas à grand-chose parce que finalement, Strasbourg est dans un système de multipropriété. Alors, des propriétaires extrêmement riches. Le groupe Blueco qui possède Chelsea, c'est quand même pas n'importe quoi.
et qui a injecté des sommes absolument incroyables dans le mercato cet été et même dans les mercatos précédents dans cette équipe de Strasbourg. Vous le voyez, cet été, 53 millions investis sur le mercato. Et mine de rien, c'est quand même quelque chose. Si c'est l'Olympique Lyonnais qui fait ça avec un budget, on va dire, entre 250 et 350 millions, on comprend. Mais Strasbourg, qui doit être un budget aux alentours de 60 à 70 millions, évidemment, vous investissez quasiment 75% ou 80% de votre budget dans le mercato. Donc ça, évidemment, ce n'est pas rien. Alors évidemment, il y a un joueur qu'on connaît bien qui est arrivé à Strasbourg cet été, c'est Mamadou Sarr, hein, donc une des pépites de l'académie, qui devait représenter l'avenir en poste de défenseur central et qui est parti pour 10 millions. Donc, on le voit, du côté de Strasbourg, c'est une sorte de poulinière de joueurs. Donc, les joueurs dont Bluco considère qu'ils ne sont pas encore prêts pour jouer à Chelsea en Première Ligue, eh bien, il les développe à Strasbourg et peut-être vont-ils les récupérer ou les transférer. En tout cas, voilà, un projet qui évidemment paraît un petit peu pourri sur le papier. D'ailleurs, l'ami Patrick Vieira n'y a pas souscrit puisqu'il a décidé de partir carrément en pleine préparation, n'étant pas convaincu par la saison qui allait s'annoncer. D'ailleurs, beaucoup voyaient Strasbourg déjà descendre en Ligue 2, mais bon, finalement, ça n'a pas tout à fait été le cas. Puisque dans ce deuxième match de la saison, ils avaient fait un match nul à Montpellier à l'extérieur. Ils s'imposent 3-1 face à Strasbourg. Croyez-moi, et vous le voyez ici, ils auraient même pu l'emporter 4-1 puisqu'ils ont un but qui est refusé en fin de match. Donc une équipe qui, mine de rien, eh bien, m'a impressionné par son activité, par sa percussion, par aussi une sorte de force collective. Vous avez peut-être vu dans ma vidéo hier de débrief des conférences de presse que Pierre Sage parlait de contagion positive et de contagion négative. Eh bien, dans cette équipe, j'ai vraiment ressenti une contagion positive. Alors, évidemment, on ne sera pas surpris avec la moyenne d'âge de cette équipe, 22 ans de moyenne d'âge, sachant que le gardien, lui, vient plomber cette moyenne d'âge puisque lui, je crois qu'il a 37 ans, gardien suédois. Mais sinon, on a vraiment que des gamins qui ont du talent, tous des joueurs, on va dire, évalués entre 5 et 20 millions. Ça paraît pas super impressionnant, mais franchement, ça tient la route. On retrouve évidemment Diego Moreira qui avait porté nos couleurs pendant quelques mois l'année dernière. Et évidemment, quand je compare le dynamisme de cette équipe avec notre équipe de tortues, eh ben, je me dis que c'est pas gagné. C'est pas gagné parce qu'on a une équipe qui est fébrile, qui manque justement d'intensité, d'énergie. Et là, je peux vous dire que les amis strasbourgeois, ils vont pas venir les doigts de pied en éventail, ils vont venir pour prendre les 3 points. Donc il ne faut surtout pas les sous-estimer. D'autant que, comme je l'ai dit, joueurs en instance de départ, peut-être des recrues, mais qui évidemment ne seront pas qualifiés pour jouer ce match, sauf l'Américain Tessman. Eh bien, déjà, quel système de jeu? Est-ce qu'on repart sur un 4-2-3-1 qui n'a pas été convaincant? Est-ce qu'on revient sur le bon vieux 4-1-4-1 qui, bon an mal an, on va dire, nous a assuré une certaine solidité, etc., etc. On ne le sait pas. Et puis après, il faut évidemment trouver les joueurs pour animer le jeu. Alors moi, personnellement, je suis favorable à un 4-3-3 avec une densification du milieu de terrain par rapport au dernier match. Et vous allez voir quelques choix qui sont, bien entendu, tous discutables. Mais ça reste évidemment mon point de vue. Alors donc, dans les cages, évidemment, Lucas Perry, Abner en latéral gauche, puisque Tagliafico n'est toujours pas disponible. Sera-t-il d'ailleurs encore au club demain soir? Ce n'est pas sûr. Niakate, je fais confiance à Niakate parce que même si il a été vraiment abominable dans les 2 premiers matchs, j'espère quand même qu'il va retrouver ses esprits. Je donne sa chance à Adrielson parce que Kaletachar m'a énervé dans le dernier match. Je pense qu'il faut installer quand même de la concurrence dans cette défense centrale pour que personne ne se sente titulaire à vie de sa place. Et en plus,
même si Adrielson n'est pas le joueur le plus rapide qui soit, face aux joueurs de Strasbourg qui sont tous des flèches, hein, vraiment ça dégage de partout, eh bien je me dis qu'il sera plus utile que Caleta-Car. Du côté droit, Mata, là aussi, bon, si on met Maitland-Niles, je ne fais pas hurler au scandale. Et oui, je remets Matic parce que vraiment on a besoin de technicité et de sérénité dans notre milieu de terrain. Alors après, il reste pas grand monde, hein, parce que si vous enlevez Cacré qui doit partir et qu'en plus vous n'avez pour le moment pas de recrue, eh ben on est obligé de ressortir Tolisso du frigo. Alors certains me diront, bah pourquoi t'envoies pas Tessman? Bah, c'est une possibilité d'envoyer Tessman. Le problème c'est que Tessman il joue comme Matic, donc ça voudrait dire jouer avec 2 sentinelles et un numéro 10. Or, comme numéro 10, on n'a que l'ami Benrahma, et je ne veux pas que Benrahma soit titulaire dans ce match. Il fait un été abominable et je pense qu'il doit être sanctionné. Et donc, pour ma part, je préfère jouer avec 2 numéros 8, sachant que Tolisso va jouer quand même plutôt en retrait. Après, si on titularise Tessman en 8, là aussi, je ne vais pas hurler. Après, je ne sais pas du tout ce que vaut ce joueur. Je ne sais que ce qu'en a dit l'ami Pierre Sage. Il nous dit il ressemble à Matic. L'avantage de Tessman, c'est qu'il tire de loin, donc pourquoi pas le mettre en 8. Là aussi, je n'ai pas de problème avec ça. Diawara, bah, s'il est encore là, là aussi, c'est une incertitude. Donc s'il n'est pas là, ce sera Tolisso et Tessman avec El Djebali en rotation. Donc autant vous dire que ça fait peur. Sur le front de l'attaque, bon bah Fofana, certes, il a du mal sur la durée totale d'un match, mais là pour le coup, il y aura Benrahma en rotation. Et Mama Baldé, qui à mon avis peut jouer tout un match sans aucun problème. C'est un athlète de très très haut niveau, donc je ne me fais pas de soucis pour lui. J'aurais bien mis Mikotadze, mais comme lui-même dit qu'il ne peut pas jouer comme ailier, eh bien je ne vois qu'une solution, c'est de le mettre sur le banc. Alors, en pointe, Lacazette, même si Lacazette m'a vraiment exaspéré lors du dernier match, et là aussi, je ne serais pas scandalisé que ce soit Mikotadze qui débute, ce qui d'ailleurs sera peut-être le cas, mais en tout cas, bon, on va plutôt penser que ce sera Lacazette. Après, effectivement, Pierre Sage pourrait opter pour quelque chose de très différent, c'est-à-dire de proposer un 3-5-2. Alors, le 3-5-2 a ses avantages, mais aussi ses inconvénients, puisque vos pistons sont obligés, évidemment, d'apporter du danger dans la profondeur pour alimenter vos 2 attaquants. Donc, il faut impérativement que Tolisso et Matic, eh bien, viennent compenser. Donc, dans un 3-5-2, vous le savez peut-être, je l'avais dit la semaine dernière, j'aimerais bien finalement décaler Matic en défenseur central. Ça réglerait 2 problèmes. Déjà, ça nous permettrait d'avoir un défenseur central de plus et de ne pas être perturbé par sa lenteur, mais de bénéficier de sa taille déjà, plus d'1m90, et puis sa qualité de relance. Donc là, bon, comme pour le moment ce n'est pas la tendance, je remets Caleta-Car avec Niakhaté et Adrielson, Mata et Abner donc en piston, Tolisso, Matic dans le milieu de terrain avec un Diawara plus avancé et qui amène de la percussion. Après là aussi on peut mettre Tessman, hein, ça me gêne pas, et on met Mikotadze, Lacazette. Bon, c'est pas un système forcément qui me déplaît, mais il est évidemment tributaire de l'apport des pistons et surtout des compensations des milieux de terrain. Ce qui m'inquiète dans ce système-là, c'est que effectivement, il y a quand même un peu de trou dans les ailes. Et Strasbourg, c'est super rapide. Donc ça, c'est quelque chose qui m'inquiète un peu. D'autant qu'Adrielson n'a pas beaucoup joué. Il risque d'être un peu en manque de rythme. Donc là, ça m'embête un peu de le mettre à cette position dans un 3-5-2. Bon, bref. Donc voilà, victoire nécessaire. Hein, victoire nécessaire pour, évidemment, ne pas continuer à sombrer dans la crise et à partir en trêve internationale avec 3 défaites dans les dents. Pour aussi sécuriser la position de Pierre Sage. Moi, personnellement, je ne souhaite pas que Pierre Sage s'en aille, loin de là. Je pense, mais comme je l'avais dit pour Laurent Blanc l'année dernière, qu'il faut attendre la 2e trêve internationale, c'est-à-dire que le coach puisse travailler avec le groupe définitif. Et si, après 5-6 matchs supplémentaires où on se rend compte que finalement il n'arrive rien à en tirer, là, qu'on change d'entraîneur, ça me paraît cohérent. À l'inverse, on peut se dire aussi, si tu commences avec 3 défaites consécutives, avec quand même du matos, je veux bien qu'on dise que notre équipe elle est pourrie, mais
Moi, je pense pas. Je pense qu'il y a quand même de la qualité dans cette équipe et qu'on peut faire mieux que ce qu'on a fait jusqu'à présent. Donc l'argument de Pierre Sage sur la psychologie de l'équipe, je le comprends, je l'entends, je veux bien lui faire crédit de ça. C'est pour ça que moi, je souhaite le garder. Mais attention, évidemment, je ne suis pas décideur. Et vous le savez, David Friot n'a pas choisi Pierre Sage. Il est directeur sportif, donc lui, il a sa propre vision sur l'entraîneur. Et Textor, il est capable de virer très rapidement, même des mecs que lui a mis en place. On l'a vu avec Fabio Grosso, qui a fait, je crois, 7 matchs. On l'a vu aussi avec Bruno Lage à Botafogo. On va dire, Textor s'est arraché les cheveux pour convaincre Lage d'aller au Brésil, chose qu'il ne voulait pas faire. Et il l'a quand même viré très rapidement parce que les résultats n'étaient pas au rendez-vous. Donc attention, on a un propriétaire et en plus un directeur sportif qui n'est pas forcément en soutien de l'entraîneur. Donc bon. Et en plus, on le sait, un certain nombre de joueurs pensent de toute façon que Pierre Sage est condamné. Bon, honnêtement, Pierre Sage, il aborde ce match-là vraiment dans les pires conditions, entre la fin du mercato et des absences, des joueurs importants de l'équipe qui sont contre lui, un directeur sportif qui est contre lui, un propriétaire qui n'est pas forcément contre lui, mais qui n'hésite pas à trancher dans le vif. Donc, attention danger, c'est le titre de la vidéo. Attention danger pour ce match de Strasbourg. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez, les amis. Alors, je ne fais pas de pronostic cette fois parce que vraiment, je me suis fait rétamer sur les 2 premiers matchs. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, à activer les notifications. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Attention, le mercato est loin d'être fini. Donc, il va falloir être attentif. À plus tard.